ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Vous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des codes. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, un épisode. Alors, on fait ça à tous les épisodes. Aujourd'hui, un épisode spécial. Oui, mais là, c'est vrai, mais c'est toujours spécial. Ouais. Mais c'est particulièrement spécial parce que c'est l'épisode spécial d'une série spéciale. Ouais. On va effectivement entamer une nouvelle série. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, d'abord, on a été contacté sur les réseaux. Il y avait des questions. Nos auditeurs nous posent parfois des questions. Et surtout, en brainstormant un petit peu tous les deux, on s'est rendu compte que quand nous, on a commencé dans le milieu de l'écriture, dans le milieu littéraire, à écrire des bouquins, à essayer d'éditer, etc., on a dû creuser, chercher pour trouver certaines réponses. Et surtout, maintenant qu'on a un peu plus d'expérience, autour d'une dizaine d'années, on a aussi ce biais cognitif de penser que ce qu'on sait, nous, tout le monde le sait. Et donc, parfois, on n'aborde pas dans les détails certaines thématiques, oui, certaines problématiques ou certaines façons de faire. Et puis, c'est ça qu'on voudrait faire maintenant. C'est-à-dire, quand il y a 10 ans, j'ai commencé, alors j'écris depuis plus longtemps, mais quand j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Dans une optique, disons, professionnelle. Dans une optique professionnelle, exactement. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver comme ressources en français qui m'aurait fait gagner du temps ? Donc c'est un peu ce qu'on essaye d'apporter sur cette série d'épisodes. On va faire une série d'épisodes, donc probablement, on verra où ça nous porte, mais on en a en tout cas 5 ou 6 déjà sur le... Oui, planifié avec différents thèmes. On a essayé de structurer un petit peu ça de manière logique, ouais, en articulant les choses sur les questions effectivement qu'on nous a posées, qui nous ont clairement fait comprendre qu'il y avait du sens à faire ces épisodes parce que c'est des questions qui sont qui prennent la base du métier, oui, et qui sont vraiment intéressantes et qui, comme tu dis, méritent d'être expliquées parce que quand on se lance dans cette belle carrière de l'écriture, quel que soit l'objectif qu'on a in fine, c'est un peu la jungle et on comprend pas bien entre le fichier Word qu'on ouvre sur l'ordinateur et le roman terminé en librairie. C'est un grand mystère de qu'est-ce qui se passe entre les deux. Donc on va essayer de défricher toutes les étapes et de se mettre de questionner notre moi d'il y a 10 ans pour nous mettre un peu dans les chaussures d'un auteur qui démarre. Bien joué. Merci. Alors évidemment, petit disclaimer, petite mise en garde obligatoire. Vous le savez, on le dit souvent, mais on va le répéter. Nous n'avons pas la science infuse. Tout ce qu'on va te dire à partir de là dans cette série, c'est vraiment plutôt un partage d'expérience. C'est ce que nous on a vécu au travers de notre propre expérience à tous les deux, mais aussi des collègues d'écriture, des collègues auteurs-autrices qu'on croise. C'est un des gros intérêts des salons, c'est de pouvoir partager nos expériences entre auteurs-autrices. Clairement. Donc vraiment, on n'est pas là pour poser des dogmes, on n'est pas là en tant qu'expert, on est là en tant qu'être humain qui écrivons et qui avons cette passion, et on va juste partager nos expériences. Oui, c'est ça, c'est toujours le problème un peu de ces fameux conseils aux auteurs qui sont à double tranchant, parce que oui, c'est intéressant de dire, de donner notre vision des choses, mais si il y a des choses qui vous parlent pas du tout dans ce qu'on vous raconte et qui ne semblent pas s'appliquer à votre cas, c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est juste un partage et en aucun cas une démarche à suivre pour que ça marche. Enfin, c'est pas la recette magique, mais c'est notre avis sur ces questions.
Alors, sur cette série, juste pour vous donner une idée, faire un teaser, un aperçu, un teaser dans le teaser. De quoi on va parler ? On a prévu différentes choses déjà. Notamment, on a un épisode, et c'est celui-ci, qui va être plutôt sur des généralités. Oui, on va présentation un petit peu Alors, sans rentrer d'ailleurs dans le détail de la présentation du milieu éditorial avec tous ces acteurs, mais non, plus... alors justement, voilà. Donc on a des généralités, on va avoir un épisode sur les différents métiers du livre, ou plutôt sur le point de vue du parcours d'un manuscrit depuis... les touches de votre clavier jusqu'à la librairie ou même le lecteur. Mais du point de vue des différents intervenants. Donc on va parler diffuseur, on va parler libraire, on va parler maison d'édition, on va parler aussi auto-édition, etc. Donc vraiment tous les acteurs de la chaîne du livre. On a prévu un épisode sur l'écriture proprement dite, ce que j'appelle la popote, donc la structure, l'écriture, ce genre de choses. Oui, voilà, les idées, est-ce qu'on fait des chapitres, est-ce qu'on... les fameuses questions qui reviennent très très souvent aussi dans les discussions d'auteurs, est-ce que c'est mieux d'écrire à la première personne, à la troisième personne, enfin quelque chose de vraiment ciblé sur l'écriture elle-même du texte, dans la forme, dans le fond, grossièrement sur votre roman, par quel bout on prend les choses quand on a juste une idée, une ébauche et une scène, comment on fait pour en tirer une histoire, disons. Donc ça, ce sera un épisode. On a prévu aussi un épisode ça nous est beaucoup revenu dans les questions, sur les questions de mise en page. Alors, à la fois, vraiment là sur la forme du manuscrit, comment est-ce qu'on met en page, comment est-ce qu'on écrit les dialogues, est-ce que c'est des guillemets, des choses comme ça, est-ce qu'il faut sauter des lignes, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont obligatoires. Amandine, qui est une fidèle auditrice, elle a parlé de cahier des charges et je trouve que c'est tout à fait adéquat. Est-ce qu'il y a un cahier des charges à respecter pour soumettre à une maison d'édition ou pour un e-book, etc. Donc on évoquera un petit peu les règles qui sont des règles de aussi typographie et ce genre de choses. Et donc oui, on peut déjà dire qu'il y a une espèce de cahier des charges qu'on doit respecter pour écrire proprement un bouquin, mais qu'il y a beaucoup de laxité dans oui, c'est exactement. Probablement. Alors, oui, mais non. Comme toujours, ça prendra au moins un épisode. C'est pour ça qu'on a prévu un épisode complet pour faire ça. Absolument. Après, on aura aussi un épisode sur toute la question de comment est-ce qu'on fait quand on a fini son manuscrit, qu'on en est bien content qu'il est propre, pour trouver un éditeur, le séduire, lui envoyer de manière pratico-pratique. Est-ce qu'on achète une enveloppe, on met le truc dedans, est-ce qu'on fait une reliure, pas de reliure, etc. Donc ça, on vous dira les habitudes du milieu sur ce plan-là. Donc toute la relation pré-publication, on va dire, avec la maison d'édition, alors, quand il y en a une, mais on fera aussi des parallèles pour les personnes qui choisissent l'auto-édition. Et enfin, un épisode sur tout le... Non, pas enfin, d'ailleurs. Pas enfin, pardon. Il y aura un épisode un peu consacré à comment ça se passe au niveau des relations avec une maison d'édition quand vous avez été choisi, que vous avez signé un contrat avec la maison d'édition. Qu'est-ce qui se passe après, au niveau des corrections, au niveau du choix de couverture, le contrat, etc. Et puis l'après-publication, qui là aussi pose beaucoup de questions aux auteurs dont c'est la première expérience, de savoir comment est-ce qu'on fait pour participer à un salon du livre, comment est-ce qu'on fait pour être traduit, comment est-ce qu'on fait pour que son histoire elle aboutisse sur Netflix, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour que les journalistes s'intéressent à notre histoire. Alors pour ce qui est de Netflix, on va pas parler d'expérience. Oh, tu vas spoiler. Oh non, je voulais laisser, tu sais, planer un suspense. Non, nous, on ne sait pas, mais on a quand même des idées. Alors on a des idées, puis on connaît des gens qui... On connaît des gens à qui c'est arrivé, bon, nous pas encore. Non, mais c'est une vanne
Non, mais t'as raison, il faut replaçons-nous à notre humble niveau. Donc ouais, beaucoup de choses qu'on a prévu d'aborder, plus, et là je me retourne vers nos auditeurs et les gens qui nous regardent sur les autres plateformes, YouTube, etc. Laissez-nous en commentaire ou passez par notre page duodeplume.com, par la page contact, pour nous indiquer ce que vous aimeriez qu'on aborde dans ces épisodes, dans cette série un petit peu spéciale, parce qu'on a essayé de balayer large, mais probablement qu'on ne pense pas à tout. Donc si vous imaginez des choses que vous souhaiteriez qu'on aborde, des choses que vous souhaiteriez connaître et qu'on pourrait discuter lors d'un épisode, laissez-nous ça comme idée en commentaire. On compte sur vous parce que on a déjà fait cet appel sur les réseaux, notamment il y a quelques temps, avant l'enregistrement, pour avoir une idée un peu de est-ce que vous êtes intéressé ou pas. On a eu pas mal de retours, on est assez contents. Là, on sait que l'intérêt, il est là. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas, comme ça c'est une série qui va se poursuivre dans le temps. Donc très vraisemblablement, quand on mettra cet épisode-ci en ligne, on sera encore en train de l'enregistrer. Donc on enregistrera sur les épisodes suivants. Donc ça continue d'avoir du sens, même si Duo de Plume n'est pas en direct, de nous envoyer vos idées et vos questions. Donc, sur ce premier épisode, qui est un épisode un peu de généralité, par quoi on commence ? Des généralités. Et la première chose qu'on voulait discuter, c'est, je pense qu'il faut définir clairement pour soi-même la raison pour laquelle on écrit. Il me semble que c'est une des choses les plus importantes pour éviter de tomber dans certains écueils. Par exemple, celui de être certain qu'on va aimer le processus d'écriture, qu'on va aimer l'artisanat, qu'on aime écrire, et pas qu'on aime juste l'idée d'avoir écrit quelque chose, parce que ça, c'est déjà se mettre en difficulté, parce que ça représente beaucoup de boulot. Certains projets peuvent durer des mois, au plus court des années, pour certains. C'est une somme de travail importante, et je pense qu'il faut être très clair avec ça, c'est-à-dire que est-ce que j'écris parce que j'aime le processus d'écriture, parce que j'aime avoir à travailler sur mon manuscrit, développer mes idées, ou là c'est à mon avis une approche plutôt saine et qui va vous permettre de durer, et vous allez avoir besoin de ça pour mener ces projets à bout, ou est-ce que j'écris parce que je suis plus séduit par l'idée d'avoir écrit, d'avoir un manuscrit terminé et puis d'en faire la promo. Et il y a les deux qui sont possibles. Mais dans l'idéal, il faut quand même aimer le processus, parce que sinon, ça va être brutal. Oui, et j'ajouterais même une troisième option qui est, est-ce que j'écris pour... J'ai passé ça sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé ça très chou, mais un écrivain, un primo-auteur qui disait moi j'écris pour la gloire, pour avoir la gloire et pour devenir un écrivain de best-seller. Ouais. Et alors j'ai à la fois trouvé ça un petit peu arrogant, certes, mais surtout chou. Enfin, ça m'a touchée parce que j'ai dit, finalement, il a confiance en lui, et c'est bien, parce que si on n'y croit pas d'emblée, ça va être compliqué, ce qui rejoint un peu ce que tu disais. D'un autre côté, alors les chances sont réduites d'être auteur de best-seller. Il y a très peu de gens élus, mais... Démarrer comme ça. Disons, démarrer avec cet état d'esprit-là, à la fois c'est chouette, mais beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. Et on risque de tomber dans une déception assez rapidement. Donc tu mets le doigt dessus. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir conscience de l'état du marché. C'est-à-dire, c'est le 1% du 1% qui va être auteur de best-seller. Oui. C'est le 1% du 1% qui va vivre de sa plume, parmi tous les écrivains en francophonie. Donc lâchez pas votre boulot tout de suite. Pas tout de suite. Mais par contre, on n'est certainement pas là pour condamner une ambition. Au contraire, il faut avoir de l'ambition. Alors ça, c'est tellement chou. Il faut en avoir envie, quoi. Donc, si c'est votre motif, si c'est votre leitmotiv, pourquoi pas, si ça fonctionne. Et puis on vous le souhaite. Ça n'empêche qu'il faut quand même aimer le processus. Sinon, le gros risque, en fait, c'est d'abandonner. Et c'est probablement pour ça, à mon sens, qu'il y a plein de gens qui commencent des manuscrits qui n'arrivent pas à les terminer. Oui. On a fait un épisode sur la procrastination, il y a une partie de ça, mais dans la procrastination, il y a trouver toutes les raisons qui font que je vais arrêter d'écrire, et ça en fait partie. C'est-à-dire pas être prêt à mettre le travail qu'il faut, parce qu'encore une fois, ça représente des mois de travail, un manuscrit, un roman complet, on va dire.
Et voilà, et donc trouver l'intention, trouver votre motivation, qu'est-ce que vous souhaitez aussi faire de ce manuscrit, de ce texte, de ce roman. Est-ce que c'est pour vous que vous l'écrivez, pour votre... Bon, on a déjà évoqué ça dans d'autres épisodes, mais en fonction de ce que vous voulez en faire par la suite, on est bien d'accord qu'on place cette série d'épisodes dans une perspective de publication et de diffusion plus large que juste votre cercle familial de 8 personnes. Donc à partir de là, dans une certaine perspective de professionnalisation, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Et si c'est ce que vous voulez, ben oui, ça va pas être facile et il y a des choses à savoir qu'on va essayer tout modestement sur lesquelles on va essayer tout modestement d'attirer votre attention. Alors dans tout ce qu'on raconte, il y a toujours un bémol et on peut prendre le contre-pied. En tête tout de suite l'exemple de Clarisse Bowens qu'on a interviewé récemment. Oui, une autrice qui a écrit jeunesse. un livre pour elle-même / pour sa famille, qui a cherché à le diffuser à sa famille à l'époque où elle était loin. Et donc elle a découvert l'auto-édition comme ça, via Amazon. Et au final, c'est une autrice qui a vendu des milliers d'exemplaires et qui est prise dans une maison d'édition française reconnue, jeunesse. Donc tous les parcours sont valables finalement. Oui, alors absolument. Et en effet, et ça vient finalement à l'encontre de toute cette série et tout ce qu'on va vous raconter, c'est que, et on s'en faisait la réflexion d'ailleurs quand Clarisse est venue sur Du Haut de Plume, qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont venus chez nous, donc Clarisse, Nicolas Feutz, Christine Popéi, qui sont des écrivains qui fonctionnent très très bien, qui vendent des milliers d'exemplaires et ils sont arrivés à l'écriture un peu par hasard et sans avoir de plan particulier. Donc bon, finalement, je sais pas si on fait cette série, Cyril. Est-ce que ça a du sens ? Non, bien sûr, c'est une boutade, mais voilà, tous les profils sont possibles. Simplement, essayez de définir un petit peu où est-ce que vous vous situez, ce que vous souhaitez. Et puis aussi, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans le... Et je dirais que là, on passe un peu sur un autre point des généralités. Je crois que c'est important de savoir où est-ce qu'on est prêt à aller sur la visibilité, sur la médiatisation, sur l'implication. Ça va un petit peu avec ce que tu disais, mais... de tout de suite réfléchir, est-ce qu'on a envie en tant qu'auteur de montrer sa tête, d'être sur les réseaux sociaux, de... Tu me sens pas visé du tout ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on a la même... Justement, enfin, c'est intéressant aussi parce qu'on a une stratégie qui est assez différente, toi et moi, sur ce plan-là. Où moi, c'est vrai, je m'expose davantage et je suis... plus dans la communication. Bon, la preuve en est que les deux fonctionnent, puisqu'on est tous les deux écrivains, donc les deux sont possibles, mais je pense que c'est bien d'avoir réfléchi à l'avance et d'avoir anticipé, parce que... En fait, plus tu prévois ce genre de choses à l'avance, plus tu es au clair avec ce que tu vas faire et ça t'aidera à faire des décisions après. Oui. Pour la suite, pour mener ta carrière, si tu veux, d'une manière ou d'une autre. Et puis en plus, dans tout ce qu'on dit et par rapport à ces choix-là, donc on vous propose de faire cette auto-analyse d'emblée, mais le résultat de cette analyse, c'est-à-dire j'écris pour telle raison, etc., et puis je suis à l'aise ou pas avec mon image, ça va forcément évoluer au fur et à mesure de votre expérience qui va s'accumuler et des projets que vous allez avoir. Donc la question, et je vais la poser à Catherine, pourquoi t'écris maintenant ? Et parce qu'on va essayer d'être pragmatique aussi. Et comment ça drive ta carrière ? Puis je donnerai mon avis aussi. Mais cette question-là, la réponse c'était pas la même quand t'as commencé que maintenant probablement. Ou c'est la même, mais ça a orienté différemment ta carrière. Et donc, les choses vont bouger, elles sont dynamiques. Je pense que c'est extrêmement différent, parce que je pense qu'effectivement, au début, le fantasme, l'objet de fantasme et l'objectif, c'est d'avoir Il est très présent, oui. Ton livre en librairie, je pense. C'est d'être édité. Enfin, en même temps, alors moi, quand j'ai commencé, c'était il y a longtemps.
redire. Mais quand j'ai commencé, moi, mon premier roman, je l'ai publié il a été publié en 2014. Je ne dis pas parce que j'étais dans une maison d'édition. Et en l'occurrence, je ne savais même pas que l'auto-édition existait. Donc, pour moi, ça passait nécessairement par une maison d'édition. Le processus était le processus classique, sans avoir même connaissance de l'existence de l'auto-édition. Et en soi, mon but, c'était celui-ci. Et j'avais un peu l'impression que ce serait une fin en soi, que quand j'aurais mon livre en librairie, ce serait... j'envisageais pas quelque chose après, en vérité. Et 28 bouquins plus tard, t'en es où? 28 bouquins plus tard, pas tout à fait. Bon, enfin, quand même, 19 ou 20 bouquins plus tard. J'étais pas très loin. Maintenant, pourquoi t'écris? Parce que j'ai des histoires à raconter. Je dirais que maintenant, c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire qu'évidemment, l'excitation... En fait, j'ai plus l'excitation des débuts. C'est-à-dire quand je signe un contrat, ce qui m'arrive assez régulièrement de signer des contrats, parce que j'ai plusieurs maisons d'édition, etc. Quand je signe un contrat, j'ouvre pas le champagne. J'envoie un texto à mon mari, voire des fois j'attends le soir pour lui dire au fait j'ai signé. Il me dit ah c'est cool, c'est lequel déjà, et voilà, mais ça. Ce qui illustre tu te désenchantes un petit peu et tu te désenchantes. C'est plus aussi incroyable, t'es content. Mais le but, c'est plus de signer le contrat. C'est plus ton but, ça a changé. C'est ce qu'on disait au tout début. Ouais. Alors, donc c'est. Et en même temps, c'est quelque part plus confortable parce que je trouve... Enfin, je sais pas toi comment tu le ressens. T'as écrit un petit peu moins de livres que moi, mais je pense que tu te mets plus la pression sur il faut absolument que ça sorte. Et voilà. Et tu sais aussi qu'une fois que le livre est paru, c'est pas le tout, quoi. Mais il y a tout ce qui se passe derrière. Quelle est la vie du bouquin, comment ça va se passer au niveau de la manière dont il va être accueilli par les libraires, ça vient avec l'expérience. Et ça vient avec l'expérience. Et tu détournes ton point de focalisation plus là-dessus que sur la publication par elle-même. Je ne sais pas toi comment tu vis la chose, si c'est un petit peu similaire ou... Alors le pourquoi de mon écriture, je le dis assez souvent, c'est pour vivre d'autres vies que je ne peux pas vivre actuellement. C'est un de mes premiers moteurs. Découvrir des gens, découvrir des métiers au travers de mon écriture et puis incarner via mes personnages ces métiers-là. Après, il y a des thématiques qui m'intéressent plus que d'autres, mais c'est un de mes principaux moteurs. Alors, j'ai vu, je fais une parenthèse parce que j'ai trouvé ça chouette. T'as été interviewé récemment par Sébastien du Bookstagrammeur sur Tu ne sais pas quoi lire. Et dans les questions qu'il t'a posées, j'ai relevé ça. Je me suis dit, c'est chouette comme réponse. Où il t'a dit, qu'est-ce que tu serais si tu n'étais pas auteur? Et t'as répondu, je serais malheureux. Bah oui. Mais j'ai trouvé ça tellement parce bien. Qu'il manquerait quelque chose. Je me dis, bah voilà, ça résume le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça permet d'être clair, c'est-à-dire que ça explique aussi, pas un certain manque d'ambition, mais d'avoir été moins pressé que toi de passer par une maison d'édition. Moi, j'ai eu l'autre parcours, c'est-à-dire j'ai commencé par l'auto-édition avant d'avoir un bouquin en maison et puis d'être d'une certaine manière hybride, ce qui pour moi est un équilibre intéressant. Ah bon, je te confirme, moi je l'ai fait dans l'autre sens, mais je le fais mais aussi. Mais voilà, on arrive à peu près au même. Oui. Il y a une raison pour laquelle on se rejoint. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais le moteur principal, il reste toujours là. C'est une variante de ce que tu dis qui est j'ai besoin de raconter des histoires. Oui. D'abord, à moi, j'ai besoin de vivre des vies différentes et puis au travers de ça, d'amener des thématiques, d'amener des sujets qui m'intéressent et de fabriquer ces histoires. Après, la diffusion m'intéresse, elle vient comme une nécessité. Mais oui. Donc, définir clairement ces choses-là me semble important avant même de commencer. Et vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir commencé à écrire, mais faire un point de situation et puis se dire, mais en fait, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça va me permettre de durer? Je pense que c'est un point important pour commencer.
Oui, et puis alors je dirais aussi dans le même ordre d'idée, quand vous définissez un peu vos objectifs et comment vous allez intégrer l'écriture dans votre quotidien. Dans votre quotidien, il y a aussi votre entourage, il y a votre famille, enfin bon, sauf si vous êtes seul et sans amis, mais on espère pour vous que non. Donc est-ce que vous leur en parlez ? Est-ce que tu penses qu'il faut tout de suite en parler à son partenaire de vie, à ses enfants, ses parents, ses amis, l'annoncer qu'on écrit un livre? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il vaut mieux pas? Est-ce que c'est Voilà, moi je trouve que c'est une question importante. C'est une question importante et je crois qu'on était tombé d'accord parce qu'on l'a abordé sur l'épisode sur la procrastination ou contre la procrastination, on voit les choses comme on veut. Parce que ça permet d'être, ça fait partie du paquet être professionnel entre guillemets. Oui, c'est exact. Et c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à faire quand on est débutant, quand on commence l'écriture. On peut très facilement, et on l'a encore, toi et moi, avoir le syndrome de l'imposteur sur certaines parties. Bien sûr. Et donc se dire, mais de quel droit je dis que je suis auteur à ma fin, je cache un peu ça. Il y a des gens qui vont cacher, qui vont écrire leur bouquin. Et je pense que c'est probablement une erreur. Pourquoi ? Parce que dans votre tête, ça doit être, si vous avez besoin d'écrire, c'est donc quelque chose de sérieux pour vous. Si c'est sérieux pour vous, vous allez avoir besoin d'y consacrer du temps. Si vous avez besoin de temps et de faire du temps dans votre emploi du temps familial pour ça, il faut que votre entourage proche comprenne à quel point c'est important pour vous. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen que d'établir clairement les choses. Voilà, l'écriture pour moi c'est important. Je veux devenir auteur, je suis auteur à partir du moment où je décide que j'écris et que je suis auteur. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est important pour moi. Samedi après-midi, je ne vais pas forcément au ciné, ni me balader, ni faire je sais pas quoi. Parce que c'est important pour moi. Oui. Toi, c'est ton jardin, ton sport, tes amis, whatever. Mais moi, ça va être ça, entre autres choses. Mais pour moi, c'est une composante importante. Donc, à mon sens, c'est dans ce sens-là, hein, c'est à la fois intéressant et important de se définir comme auteur. Parce que c'est ça, être auteur, c'est écrire auprès de son entourage. Puis après, cette image-là, du coup, on l'a dans sa psyché. Et ça permet de se positionner ailleurs en tant qu'auteur. Et de ne pas avoir honte, entre guillemets, de dire je suis écrivain. Tout à fait. Ou écrivaine, pardon. Donc, se positionner... Ça me semble être important. Tu partages cet avis ou... Oui, alors je partage complètement. Je partage cet avis. J'étais juste en train, je fais une drôle de tête et un silence parce que je suis en train de réfléchir sur le point dont on a parlé au niveau du pseudo et je suis en train de me dire, je pense que c'est quelque chose qui viendrait plus tard. Donc, je suis pas sûre. C'est quelque chose dont parce qu'on s'est posé la question de savoir initialement. Est-ce qu'on prend un pseudo, est-ce qu'on utilise notre nom, c'est quelque chose qu'on peut aborder plus tard. On peut l'aborder plus tard. Ça correspond. Il y a plein d'implications différentes et il y a plein de possibilités de voir les choses. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Alors, je sais pas, il faudra voir si on peut l'intégrer dans un des épisodes de cette série. Peut-être pas en faire un épisode à part entière, quoique je le connais. Mais parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent de la part d'auteurs jeunes et moins jeunes. J'entends dans la carrière, pas en âge. Parce qu'il y a aussi parfois des auteurs qui ont déjà écrit un certain nombre de romans et qui, pour tel ou tel roman, pour telle ou telle raison, se posent cette question. Donc, je pense que le pseudo, c'est vraiment quelque chose qui se décide pas, sur juste un coin de table en se disant « Ah tiens, je vais prendre un pseudo ». Non, parce qu'on peut se faire coincer justement par... Oui. Enfin, il y a plusieurs implications possibles à ce choix-là. Absolument. Ça mérite un long moment de discussion. Voilà, et c'est peut-être pas quelque chose qu'on va définir au tout début. Non, au tout début, il ne faut pas s'embêter là-dessus, j'aurais envie de dire. Alors, par contre... Ouais, vas-y. Une chose qu'il faut probablement définir, c'est à quel point on est... Qu'est-ce qu'on a écrit ? Jusqu'où on est prêt à s'investir, se motiver. À quel point c'est important pour nous et donc on va consacrer du temps à faire ça. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment. Alors, il faut aussi... Alors,
comment dire, les questions qu'on a eues, il y a beaucoup de questions qui concernent un peu l'aspect financier des choses aussi. Alors on y reviendra de manière un peu plus détaillée quand on définira les différents types d'éditions qui existent. Grossièrement, mais puis je crois qu'on avait déjà un petit peu abordé la question, on nous demande souvent combien ça coûte de se faire publier. Il faut débunker tout de suite un truc. J'aurais envie de dire, ça dépend, comme d'habitude. Mais... Ce qu'il faut clarifier, c'est ce n'est pas normal d'avoir à payer une maison quelconque, on ne va pas appeler ça une maison d'édition, pour faire publier un livre. Si vous êtes en maison d'édition, les frais de publication, etc., sont pris en charge par la maison d'édition. Si vous êtes en auto-édition, vous allez avoir des frais qui vont être engagés pour pouvoir publier votre livre, mais en aucun cas vous devez poser sur la table une certaine somme auprès d'un tiers pour qu'il accepte de publier quelque chose. Donc ça s'appelle une publication à compte d'auteur et c'est votre choix, mais pour moi c'est pas la voie normale. Je vois que tu vas mettre un bémol. Non, mais je mets simplement le bémol pour dire, on a dit en amont et au début de cet épisode que finalement, on ne juge pas et tout est possible. Il faut juste faire des choix en conscience. En cela, c'est vrai que je mets vraiment le bémol sur cette histoire de compte d'auteur qui est quelque chose qui est très mal vu en général dans la communauté des auteurs. Le compte d'auteur, c'est un prestataire de service à qui vous envoyez votre manuscrit En fait, le problème vient, à mon sens, du fait que c'est souvent pas transparent. C'est-à-dire que c'est un site internet qui ressemble en tout point à celui de n'importe quelle maison d'édition, Albin Michel, Gallimard, Zoé, je ne sais pas. C'est la même chose, ça vous propose d'envoyer votre manuscrit, vous envoyez votre manuscrit et 5 jours plus tard, vous avez un mail ou un coup de téléphone enthousiaste d'une personne qui se définit comme éditeur de cette maison d'édition et qui vous dit c'est formidable, je vais vous publier, votre manuscrit est génial, on va en faire un best-seller, et ça fera 5000. Et le problème, c'est le positionnement de ces structures qui font croire que c'est la norme. Non, c'est pas la norme, et en cela, évidemment, je te rejoins, c'est-à-dire qu'un éditeur, une maison d'édition, ne fait pas payer. Vous ne payez rien. C'est eux qui prennent le risque éditorial. Maintenant, ces structures-là, à compte d'auteur, elles existent, et alors, parfois certaines manquent de transparence, d'autres sont un peu plus transparentes. C'est vraiment la chose qu'on peut leur reprocher, c'est parce que c'est pour ça qu'elles ont cette réputation d'escrocs et d'arnaqueurs. Néanmoins, quand on le sait, on peut décider qu'on fait le choix qu'on a 5000 balles, qu'on n'a pas envie de s'occuper de la production du livre, qu'on a envie d'être sûr à tous les coups que le bouquin il va sortir, qu'il va être présent sur les différentes plateformes. Il faut juste avoir conscience que ça ne fera pas un best-seller. C'est de l'ordre de l'impossible parce qu'il n'y aura pas de promotion dessus, il n'y aura pas de gros tirage, il n'y aura pas d'investissement de la part de l'éditeur. Donc c'est vrai que nous, on aurait tendance à conseiller plutôt l'auto-édition et ses équivalents où c'est beaucoup plus transparent et mais vous faites tout le boulot. Vous faites tout le boulot, mais vous avez moins d'argent à investir. Mais le compte d'auteur existe et il y a des gens qui font du compte d'auteur. On a un collègue auteur suisse qui fait ça et qui en est très content. Il faut juste pas confondre. Pourquoi pas ? Il faut juste le savoir. Mais en revanche, ne croyez pas que si un éditeur, quelqu'un qui dit je suis éditeur et je t'édite à condition que tu me donnes telle somme. Alors, ils vous feront toujours des discours avec des arguments très très bien rodés pour vous expliquer que c'est pour participer à telle chose, qu'ensuite ça vous sera rendu dans vos droits d'auteur, etc. Mais non, dans tous les cas, sachez que c'est pas un vrai éditeur au sens classique du terme. Vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas de légitimité du milieu. Vous n'aurez pas accès aux médias, vous n'aurez pas accès au salon du livre, vous n'aurez pas accès au prix littéraire et vous vendrez, ce que vous vendrez, ce sera 50 exemplaires que vous vendrez, vous, à votre entourage, en général. Une fois qu'on sait ça, on peut se dire, ok, ça me va. Tu as cité
un de nos collègues qui a fait ce choix, ils vont plus que 50 Alors, exemplaires, complètement, etc. mais c'est un peu l'exception. Ce qu'on veut juste dire, c'est un peu que en fait, l'exception et il se donne la peine. il fait tout le boulot lui-même, donc quitte à faire ça, autant faire l'auto-édition. Ouais. Parce que là, on maîtrise tout, et le seul avantage de la maison, enfin du compte d'auteur et de la prestation, c'est d'avoir un produit sans avoir à faire soi-même l'objet livre quelque part. Mais au-delà de ça, il n'y a rien caché. Il n'y a même pas de travail éditorial, sauf erreur. Non, ou alors prestations payantes, mais de médiocre qualité, généralement. C'est-à-dire que tout est payant. Vous avez une prestation de base qui est on prend ton manuscrit, on l'imprime au format ad hoc et tu as une couverture que tu as donnée ou une couverture standard avec juste le titre écrit qui coûte tant. Si tu veux une jolie couverture faite par des graphistes, ça coûte tant. Si tu veux une mise en page avec des petites fioritures, ça coûte tant. Et la correction, on peut te la proposer, mais ça coûte tant, etc. Tout est payant. Donc après... Encore une fois, pourquoi pas ? Je pense que c'est un modèle qui est ancien, c'est un modèle qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui est antérieur à l'auto-édition. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si l'auto-édition avait préexisté, il n'y aurait pas de compte d'auteur, à mon avis. Parce que l'auto-édition est venue se mettre dans un créneau qui est absolument pertinent, qui était initialement pour les personnes qui n'ont pas réussi à se faire éditer en maison d'édition classique et qui n'ont pas forcément des milliers de francs à mettre dans la publication de leur livre et qui sont prêts à mouiller la chemise. Et ensuite, donc, c'est aussi peut-être pour ça, historiquement, que l'auto-édition a un peu mauvaise presse parce qu'il y avait cette espèce de goulet d'étranglement où ça a été vraiment vu comme un mode d'édition par dépit, ce que ça n'est plus du tout. Et maintenant, il y a aussi le choix de faire de l'auto-édition. Et en effet, comme tu dis, je pense que si on ne fait pas le choix de l'édition traditionnelle ou qu'on n'y arrive pas, parce que ça existe aussi, il vaut mieux sans doute faire de l'auto-édition que de faire du compte d'auteur. Mais tout dépend et ça existe. On détaillera ça par la suite dans un autre épisode. Ça serait notre conseil, maison d'édition ou auto-édition. Oui. Mais voilà, si vous allez dans l'auto-édition, sachez quand même que ça va vous coûter beaucoup d'argent, vous ne ferez jamais de retour sur investissement vraisemblablement, et vous n'aurez pas tout le contrôle, et le travail qu'on vous proposera, les prestations, elles seront un petit peu pas à la hauteur de vos attentes bien souvent. Donc voilà. Alors, ceci dit, même si tu travailles en maison d'édition, si tu travailles avec une maison d'édition, est-ce qu'il y a des frais éventuels ? Ils sont toujours facultatifs, on va dire. Oui. Mais... alors, c'est extrêmement variable en fonction des maisons d'édition et en fonction de ce que tu fais. Je veux dire par là que, admettons, tu décides, alors ce qui est vivement conseillé au demeurant, de promouvoir ton livre et de faire des dédicaces. Des dédicaces en librairie ou des dédicaces en salon du livre. Alors, un salon du livre, en général, c'est sur un jour, voire plusieurs jours. Donc, le plus souvent, quand on est en maison d'édition, on est invité. On est invité avec les frais, en tout cas d'hébergement, de nourriture et souvent de déplacement en fonction de là où c'est, qui vont être payés, soit par la maison d'édition, soit par l'organisation du salon. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, quand on va en dédicace en librairie, parce que c'est un peu considéré comme une tournée, et c'est moins vrai également sur les tout petits salons, qui n'ont pas forcément le budget pour inviter les auteurs. Donc même en étant en maison d'édition, alors si vous avez une maison d'édition qui a beaucoup de budget pour ça, ou que vous êtes l'auteur star de la maison, les choses se négocient. Maintenant, après, sinon ça va être de votre poche, quoi. Donc ça, c'est des frais, c'est variable. Voilà, je voulais juste aborder ça parce que on vient de dire en maison d'édition il n'y aura pas de frais. Il y a moyen quand même d'avoir à
à payer certaines choses si on veut assurer une promotion, etc. Donc il y aura quand même éventuellement des coûts. Ouais, puis beaucoup de frais de déplacement. Enfin après, selon ne serait-ce que des frais de déplacement, si vous êtes en maison d'édition à Paris ou à Genève et puis que vous habitez ni à Paris ni à Genève, votre éditeur, tout va pas se faire par téléphone. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par téléphone et en visio, mais de temps en temps, il faut quand même se voir. Généralement, c'est vous qui allez vous déplacer, c'est pas l'éditeur. Donc, moi, je sais que pour ma part, à un moment donné, sur un de mes livres, j'avais une maison d'édition à Paris. J'habite en Suisse. Quand j'allais voir mon éditrice, c'était le train, c'était l'hôtel parce que tu fais pas l'aller-retour à Paris Enfin, j'aurais pu faire l'aller-retour à Paris dans la journée, mais j'en profitais pour rester là. Donc c'était aussi mon choix. Mais même si c'était un gros groupe et une grosse maison d'édition, on m'a jamais payé mon déplacement pour aller voir l'éditrice. C'est quand même un billet de train, c'est quand même un hébergement, c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte. Ce qui nous amène au point suivant, qui est le corollaire du premier, combien on gagne en tant qu'auteur. Est-ce qu'on peut gagner sa vie en tant qu'auteur ? Bon, la réponse, il y a assez peu de suspense dans la réponse parce qu'on l'entend bien dire partout, mais c'est vrai, c'est difficile de gagner sa vie. Déjà, si on perd pas d'argent, on est déjà un tout petit peu content, mais gagner sa vie en tant qu'auteur, c'est vraiment quelque chose de super compliqué parce que les droits d'auteur sont faibles. Alors, ils sont un peu plus importants en auto-édition, mais ils sont même nettement plus importants en auto-édition. Mais en auto-édition, on vend souvent moins. Après, c'est très variable, ça dépend énormément des situations. On peut pas exposer la chose en fonction du volume de vente. Faut qu'on balaye ça parce que... Si on fait des statistiques, pour les auto-édités, dans leur immense majorité quand même, ne vendent pas beaucoup. Il y a des exceptions, mais alors il faudrait que je retrouve, tu sais, il y a les statistiques là qui sont faites par Jupiter Phaeton et j'oublie son nom, Adé Martel, qui font tous les ans les statistiques justement de combien gagnent les auteurs, et c'est beaucoup, c'est pas que, mais c'est beaucoup les auto-édités, et on est sur pour peut-être, je vais donner des chiffres absolument arbitraires, mais je pense que c'est à peu près un reflet de la réalité. Mettons que pour 80% des auteurs, ils gagnent 500 francs par an. Le silence. Le silence est éloquent. Voilà, quel que soit le pays où on habite, 500 francs par an, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui vivent de leurs plumes, qui vivent de leurs écrits. Ça reste relativement rare. On a les statistiques existent, vous pouvez les consulter sur les sites spécialisés. Donc c'est difficile. Il y a plus de chances de gagner plus d'argent en étant auto-édité, en faisant le boulot correctement, tout, mais c'est un travail de monstre. Et c'est un travail d'entrepreneur finalement, et pas que d'écrivain. Donc ça existe, mais il y a ce corollaire-là. Mais même parmi la frange des auteurs qui vivent de leur plume, le gros de leurs revenus ne vient pas probablement pas de leur seul droit d'auteur. Ils vont faire des interventions en milieu scolaire, ils vont faire ils vont diversifier leurs revenus de manière à pouvoir en vivre. Donc c'est possible, ça demande beaucoup de boulot, ça demande des besoins, faut pas vivre en Suisse par exemple, des besoins moins importants. Oui. Mais dans la majorité des cas, vous ne pourrez pas en vivre, pas tout de suite. Surtout, pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est surtout, je crois que c'est vraiment important quand on commence de déjà avoir une perspective de carrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on part pour écrire un seul roman ? Et encore une fois, tout est OK. Mais soit on part pour écrire un seul roman, qui est un roman qu'on a porté, qu'on a en soi depuis des années, l'histoire de sa vie, de sa grand-mère qui a fait je sais pas quoi, admettons, ou une histoire tout simplement, et puis il y aura un one-shot et puis ce sera fini, ou est-ce qu'on s'inscrit dans une perspective de carrière avec potentiellement plusieurs titres au fil des années pour se retrouver peut-être dans 10 ans en ayant écrit 5, 6, 20, 40 romans. Et là, il y a déjà un petit peu plus de possibilités d'en tirer un revenu. Il y a un effet de masse. Il y a un effet de masse, et puis il y a un effet à chaque fois que vous sortez un roman, ça fait remonter le précédent. Et puis au bout d'un moment, c'est comme nous, on commence à se dire, eux, ça fait un moment qu'on voit leur nom, on va aller. Voilà, la durée de carrière joue aussi. Mais sur un
premier roman. Alors, je ne sais pas si tu as vu notre camarade Lionel Tardy, qui nous écoute, donc coucou Lionel, a tout récemment fait un article sur son blog à ce sujet. C'était dans sa dernière newsletter. Sur ses revenus, c'est extrêmement transparent. Lionel est un auteur du Gaélique et un ami de Duo de Plume. Il est publié en maison d'édition, une maison d'édition suisse chez Favre. Et c'est là que c'est toi qui prononces le nom de son roman, s'il te plaît. Les terres sauvages. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que oui, c'est vrai que tu triches. Les aventures de Kanako Sawada. Magnifique. Ouais, c'est Kanako, je l'avais. Alors, Les Terres Sauvages, il y a 2 tomes et ça marche très très bien. Et souvent, apparemment, on lui pose la question de ouais, combien tu gagnes, ça marche bien et tout. Bientôt, tu lâches ton métier pour vivre de ta plume. Il a écrit 2 romans, donc il a fait une sorte de mise au point sur son site. C'est quoi son site? lioneltardy.com ou .ch? T-A-R-D-Y. Non, je crois que c'est .com. Qu'on vous invite à aller lire parce que ça illustre tout à fait le propos et ça remet les pendules à l'heure d'une manière peut-être un peu douloureuse, mais réaliste. Donc, si la raison pour laquelle vous écrivez, c'est de gagner votre vie avec ça, il va falloir trouver des moyens de diversifier les rentrées d'argent autour de l'écriture. Donc, vous pouvez vivre autour de l'écriture, mais probablement pas uniquement de vos droits d'auteur. Voilà. Et un silence sépulcral s'ensuivit. On dit bon, on ferme. Non, mais bon, il y a tellement d'autres choses que l'argent dans la vie. Alors, est-ce qu'on passe sur un petit peu les questions pour finir entre guillemets, parce que quand on dit on va finir cet épisode, on en a encore pour un petit moment, mais il y a eu un certain nombre de questions qui nous ont été posées par les auditeurs. Donc merci déjà à vous tous qui nous avez écrit pour nous poser vos questions. Alors là, il n'y a pas de classement, on les dit un petit peu dans l'ordre. C'était des questions relativement générales que beaucoup de gens se posent. Alors, on a Page Nomade, qui est Gisèle, qui a posé la question à combien d'exemplaires est généralement imprimé un premier roman en Suisse? Donc, c'est une question sur le tirage. Ça dépend, c'est ça la réponse. Ah ouais, non, c'est toujours ça. Non, mais voilà, on va essayer de ne pas vous faire tout le temps, ça dépend. Non, mais on peut faire des généralités. Oui, alors, donc, on peut faire des généralités. On parle de maisons d'édition suisse romande, et on parle d'édition traditionnelle. Bien d'accord. Donc, je pense qu'il faut distinguer. Alors, à mon avis, il y a 4 distinctions à faire. Enfin, 2 et 2. Il faut distinguer la grosse maison de la petite maison. Et il faut distinguer l'adulte et la jeunesse. Je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux être autant dans la granularité des choses, oui. Ouais. Donc moi je dirais, alors je vais dire ce que moi je dirais, puis tu me dis ce que tu en penses. Moi je dirais que sur un premier tirage. Alors, et puis il faut distinguer aussi, est-ce que vous êtes déjà connu par ailleurs ou pas? Mais on va pas faire cette distinction parce qu'on parle de débuter dans sa carrière, t'as raison. De commencer. Donc. Oui, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. Mais donc on vous connaît pas. Donc la question, elle est simple. Combien d'exemplaires en général on imprime pour un premier roman en Suisse? Pour un premier roman. Alors pour adultes, je dirais que le seuil, je dirais 250 exemplaires. Le plus petit, je dirais à peu près ça, dont un certain nombre qui sont destinés à la presse. Donc en pratique 250, mais peut-être dont entre 30, 50 pour les médias. Ce qu'on appelle des services presse qui sont donc offerts dans l'espoir d'avoir un peu de visibilité, un article, une chronique, etc. Et au max, sur les grosses maisons qui y croient bien, je dirais 1000 exemplaires. Je dirais quelque chose comme ça, en adulte. Moi, j'avais en tête un seuil de rentabilité pour la maison d'édition qui est autour de 1000 exemplaires, justement. Oui, mais le problème... Ouais, mais le problème, c'est... t'as des...
Alors, il y a le seuil de rentabilité, paradoxalement, et c'est là qu'on touche à autre chose. C'est-à-dire qu'on a le seuil de rentabilité de la maison d'édition, mais toutes les maisons d'édition n'éditent pas uniquement des livres dans la perspective d'être rentables. Absolument. Et ça, c'est aussi un truc, et c'est bien que t'en parles, parce que je pense que ça, c'est un truc qu'il faut comprendre quand on débute. C'est-à-dire que, on va déprimer nos auditeurs, c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand une maison d'édition prend votre manuscrit et vous signe, c'est pas nécessairement qu'elle s'attend à en vendre 5000. Et quelquefois, elle sait que elle va pas en vendre beaucoup, qu'elle va peut-être même pas être rentable. Elle compte pas sur vous pour être rentable parce que, alors, non pas que votre texte il est pas bon, mais peut-être qu'il va être trop niché, peut-être que ça va être des sujets qui sont. Alors, généralement, un éditeur il fait pas dans le social, hein, donc on vous rassure quand même. C'est une entreprise commerciale. C'est une entreprise commerciale il prend votre roman, s'il vous dit oui, c'est que dans tous les cas, il y croit, mais il n'y croit pas nécessairement pour faire fortune et pour en vendre des milliers. Il peut y croire aussi dans le sens où il se dit « j'ai eu un coup de cœur pour ce texte, c'est un beau texte, je veux le faire connaître, je veux donner l'impulsion à cet auteur parce qu'il y a vraiment quelque chose de chouette dans sa plume ». Mais je sais que probablement que le public qui sera touché, pour 1000 raisons, est un public assez restreint, et je fais ce choix-là parce que je sais que ma maison a les reins suffisamment solides pour assumer ça, pour assumer de publier un roman probablement à perte. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais telle est la réalité, et que la maison d'édition compte sur d'autres auteurs et pas sur vous pour assurer ses finances. Et dans ce cas-là, l'histoire des 1000, c'est pour développer le fait que l'histoire des 1000 exemplaires dont tu parlais, qui est le seuil de rentabilité, il faut pas se dire que la maison d'édition va forcément tirer à 1000 exemplaires ou 1500 pour se donner toutes les capacités. Et c'est le paradoxe, elle va pas forcément le faire. Alors que peut-être que si elle tirait à 3000 exemplaires et qu'elle inondait les librairies, ce serait plus facile d'atteindre les 1000 exemplaires que si elle tire à 250. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans le cadre de cette décision pour la maison d'édition. C'est normal. Il y a le manuscrit, il y a son côté niche ou pas, son côté saisonnier, est-ce que c'est la mode des vampires et puis c'est un bouquin sur les vampires, donc peut-être qu'on va en tirer un peu plus parce que, encore une fois, ils espèrent atteindre une certaine rentabilité. Il y a le moment de l'année auquel on va publier. Est-ce que c'est la rentrée littéraire? Il y a cette année 458, je crois, titres qui sortent entre mi-août et fin septembre sur la rentrée littéraire. Donc, ça fait, faut diviser par autant la place qu'il y a disponible pour les nouveaux auteurs. Est-ce qu'il y a de la place en librairie? Combien de temps il va rester en librairie? Il y a plein de paramètres qui vont faire ce choix. Mais c'est pour ça qu'on vous donne une fourchette qui est pas sexy, mais qui est à peu près juste entre 250 et 1000, 1500 sur un gros coup de cœur, un gros nom. Ouais, mais on a dit le gros nom, on part du principe qu'il n'est pas là. On sera plutôt autour de 250 à 500 exemplaires en Suisse romande, je pense, pour un premier roman. Ouais, généralement, disons. Dans la moyenne, c'est à peu près ça. Pour les adultes, pour la jeunesse, mais alors, moi là, je suis un petit peu biaisée parce que j'ai que l'expérience Ozu Suisse, parce que je connais pas d'auteurs jeunesse, en fait, d'autres maisons, à vrai dire. Et chez Ozu Suisse, ils ont des gros volumes. Ozu Suisse, c'est la plus importante des maisons d'édition en Suisse. Donc, ils ont des très gros volumes. Donc, des gros volumes, ça veut dire qu'ils sont présents, en tout cas selon les collections, mais dans toutes les librairies, en général dans les bibliothèques scolaires. Les livres Ozu sont très souvent étudiés en classe, etc. Donc ils peuvent se permettre de faire des gros tirages. D'imprimer plus. Et puis selon les collections, je crois que... Il me semble de mémoire... je sais plus, mais je crois que de mémoire sur, par exemple, la collection Frisson Suisse, qui est une collection où c'est différents auteurs, c'est des polars pour la jeunesse entre ciblés 9-13 ans, et c'est différents auteurs, donc vous pouvez tout à fait vous retrouver, si vous écrivez pour la jeunesse, en primo-auteur, c'est votre premier roman, et vous sortez un Frisson. C'est quelque chose qui peut arriver. Et là, il va y avoir un tirage qui va être important,
parce qu'on ne compte pas sur votre nom, mais on compte sur l'effet collection. C'est-à-dire et en jeunesse, le gamin, il aime les frissons, il ne sait pas du tout qui a écrit le frisson, il ne sait pas du tout de quoi ça parle, mais le nouveau frisson, il l'achète. Et ça, c'est un effet collection, c'est un effet très particulier, mais qui existe pour un certain nombre de maisons d'édition. Et là, ils peuvent se permettre, même sur un nom tout à fait nouveau et qui sort de nulle part, de sortir des tirages plus conséquents. Alors quand on dit plus conséquents, je pense que les frissons, ils sortent entre 3 et 5 000 pour le premier tirage. Quand même beaucoup plus. Oui, c'est sans commune mesure. Okay. Et puis, c'est moins vrai sur des nouvelles collections, nouvelles séries, parce qu'ils tâtent quand même le terrain. Enfin, personne n'est jamais ennemi de ses intérêts, donc on tâte quand même le terrain avant d'en balancer, d'inonder le marché pour voir comment ça va prendre. Mais c'est en général, on tourne autour de 1000, 1500. Moi, je crois que ma série Copine et Musique Pop, qui était une série premier pas pour les jeunes lecteurs qui sortaient un peu du bois, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de précédent, c'est une collection nouvelle. Je crois qu'ils avaient tiré à 1500 ou quelque chose comme ça sur le premier tirage. Donc, mais c'est une grosse maison d'édition. Donc ça, c'est pour répondre à Page Nomade. Combien d'exemplaires est généralement imprimé un premier roman en Suisse? Pour résumer, on a dit chez l'adulte, entre 250 et 500, c'est à peu près ça. 1000 sur des cas exceptionnels où la maison d'édition anticipe une certaine attente et une certaine réussite. Ceci dit, c'est pas parce qu'on a un premier tirage, on parle du premier tirage, c'est pas parce qu'il y a un premier tirage à 250 exemplaires qu'après c'est marre. Si le livre rencontre un certain succès, il va y avoir des réimpressions. Il y a des réimpressions. Et là, ils vont peut-être choisir de réimprimer plus, moins. Ça dépend beaucoup de comment se passe le marché, comment est accueilli le livre d'un point de vue commercial. Et ça permet de faire un addendum à cette question, où on a souvent une question qui nous est posée aussi, de savoir combien de temps vit un livre en librairie. Ça veut dire en combien de temps il est visible dans la librairie? Voilà. Sur l'étagère. Bon, alors ça, la réponse est variable, mais on pourrait dire combien de temps, à la base, quand votre livre sort, vous avez combien de temps pour faire vos preuves pour qu'il reste en rayon. Parce que, encore une fois, le libraire, il est comme l'éditeur, c'est un commerçant, donc il va laisser un laps de temps où le livre est en rayon, plus ou moins bien exposé selon des critères qui sont propres au libraire. Ça veut dire que soit vous êtes sur une table, les premières tables, vous savez, quand vous rentrez dans une librairie, vous avez des livres qui sont posés sur la table, que vous rentrez dans la table, donc vous êtes obligé de les regarder ne serait-ce qu'un bref coup d'œil, ou vous avez des livres qui sont... Donc ceux-là, vous avez vraiment... C'est ceux-là qui vont vendre en premier. Ensuite, vous avez dans les rayonnages les livres qui sont posés face première de couverture. Donc ceux-là, ils vont aussi attirer l'œil. Et puis après, vous avez le livre qui est d'entrée mis sur tranche. Ça veut dire qu'il est rangé avec les autres côte à côte, comme dans votre bibliothèque à vous à la maison. Et dans ce cas-là, et puis parfois, certains livres, parce que les libraires, c'est pareil, leur place, elle n'est pas extensible. Donc il peut arriver que votre livre d'emblée, il soit mis sur tranche. Et que vous n'ayez jamais droit à la table, et que vous n'ayez jamais droit à la première de couve, visibilité de tête de gondole, si vous voulez, pour faire une analogie avec les supermarchés. Et dans ce cas-là, ça va être super plus compliqué. Mais ils sont tous à la même enseigne, et on attend de voir l'engouement qui doit être immédiat. Et toute la difficulté de l'édition traditionnelle, c'est ça, et c'est que, et je réponds à la question, pour faire vos preuves, en général, c'est 2 à 3 semaines. Donc, ça veut dire en d'autres termes que si le livre, à partir du moment où le libraire ouvre le carton, met le livre dans son rayonnage, si en 3 semaines, il n'en a pas vendu, alors selon la taille de la librairie, s'il n'en a pas vendu 2, ou bien 10, ou bien 100, ça dépend de l'ambition du libraire, mais il va faire les comptes, au bout de 2 semaines, il va regarder combien il y a de livres qui sont partis. Ce titre, donc, combien il m'en reste, combien il y en a qui sont partis, est-ce que je le garde, est-ce que j'en recommande ou est-ce que je le renvoie? Et s'il y a admettons 0 exemplaires qui sont partis pour X raisons, au bout de 3 semaines, il va remettre en carton, il va renvoyer. Et c'est fini.
Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres bouquins à montrer. Il y en a d'autres à montrer. Et voilà. Et donc la fenêtre de séduction et de séduction des lecteurs pour qu'on puisse vendre en librairie, etc., elle est très très courte finalement. Elle est très très 2 à 3 courte. semaines, c'est que dalle. C'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pour cela que le tirage, le premier tirage peut sembler relativement faible, mais c'est normal parce qu'on ne sait pas où on va. Et le truc, c'est que ces bouquins qui vont revenir chez le distributeur renvoyés par les libraires, c'est des bouquins qui bien souvent sont de toute façon morts parce qu'ils vont être pilonnés le plus souvent. Alors, je sais pas, je dois regarder un truc, ça sur ma tête. Le pilon, qui est quelque chose qu'on vous avez peut-être entendu parler, le pilon, c'est le fait de détruire les livres quand ils reviennent de chez le libraire. Alors ça fait mal au cœur et bondir évidemment tous les auteurs et ceux qui ont un minimum de fibres écologistes, dont je fais clairement partie. Moi, le pilon, c'est un truc compliqué au-delà du fait d'être auteur, c'est-à-dire que le bouquin, il est neuf et il arrive chez le distributeur et il est détruit, et on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas remis dans un carton et remis dans les stocks pour être envoyé à un autre libraire qui en fera la demande ou au client qui demande en direct ou que sais-je. Et la réponse, elle est très simple, c'est des réponses de coût, c'est-à-dire que c'est moins cher de détruire un livre que de le remettre en stock et de le renvoyer, etc. Donc on détruit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre pour les auteurs, et c'est aussi quand même la raison pour laquelle l'éditeur, plutôt que de se retrouver avec du stock à pilonner, il préfère faire des petits tirages au début s'il veut tâter le terrain, et ensuite de plus gros tirages au fur et à mesure. Mais plus le tirage sera faible, moins vous serez visible, c'est mathématique. S'il en sort 150, je ne sais pas combien il y a de librairies en Suisse romande, mais quelques milliers quand même, je pense, vous ne serez pas visible dans beaucoup de librairies parce qu'il n'y a pas assez d'exemplaires pour ça. Donc si vous n'êtes pas assez visible, on ne parlera pas assez de vous, vous ne vendrez pas suffisamment, etc., etc. Et c'est un petit peu pour contourner tous ces écueils et qui peuvent sembler décourageants, et on le comprend bien, que beaucoup d'auteurs choisissent l'auto-édition où on n'a pas ce problème-là, puisqu'on est dans l'impression à la demande, et on est dans un livre qui va vivre autant de temps que l'auteur voudra bien lui consacrer, mais où il n'y a pas l'accès aux librairies est bien plus difficile. Donc c'est d'autres raisonnements. J'aime bien quand on fait une demi-heure sur une question. Donc voilà. Alors, du coup, autre question. Autre question. Désolée, c'est toi qui vas répondre à la prochaine. Pour de vrai, comment savoir si ce qu'on écrit est bon ? De qualité, point d'interrogation. Alors, effectivement, c'est Clémentine qui nous pose cette question. Alors, c'est simple. Une grande question. Vas-y, c'est simple alors. Cyril a la réponse. Non, c'est très difficile de juger son propre boulot, ça c'est sûr. Ceci dit, si vous écrivez, probablement que vous aimez lire. Et si vous avez déjà lu une certaine quantité, vous savez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, vous savez dire si un bouquin est bon, entre guillemets, au moins bon. Et ça doit être une des premières échelles pour vous, pour savoir si ce que vous écrivez, ça correspond à peu près à ce qui vous a plu en termes de qualité. Oui, c'est large, mais ça permet... Non, c'est un sacré défi, je trouve. Oui, c'est vrai dans l'absolu, mais pour avoir ce recul-là... En fait, ça correspond à... j'ai des attentes, elles sont jamais atteintes. Si tu veux, pour moi, un livre qui me plaît beaucoup, il a cette qualité. Et puis, et c'est pour ça que tu as l'impression d'écrire de la mauvaise qualité, souvent. C'est parce que tu n'atteins jamais cet idéal, parce que c'est un idéal. Mais justement... Ça se résume en disant, si tu veux estimer la qualité d'un manuscrit, il faut avoir beaucoup lu. C'est ça que je veux dire surtout. C'est-à-dire qu'il faut avoir des références. Alors, disons, je pense, oui, bien sûr. Après, je pense qu'effectivement, ce que tu dis est juste, bien entendu, mais appelle une réflexion logique qui est toi, t'es pas forcément le plus objectif. C'est ce que j'ai dit en intro, c'est-à-dire que c'est très difficile de juger soi-même son propre travail. Toi, en revanche, 3 mois plus tard, ou 1 mois plus tard, quand t'as un peu oublié,
t'es déjà Exactement. un peu plus objectif. Donc comment on contourne cet écueil d'avoir jugé son propre travail? On laisse reposer le manuscrit un certain temps quelque part et on le reprend à distance dans le temps pour avoir un œil entre guillemets neuf sur le manuscrit, ce qui permet d'avoir plus de recul et ce qui permet de trouver des choses qui n'iraient pas, des problèmes de qualité, des choses comme ça. Donc ça, c'est indispensable. Et quel que soit ça, c'est quelque chose qu'on fait tous et qu'il faut continuer à faire parce que l'œil critique, il se réveille après plusieurs semaines, pas quand on a le nez dedans. Donc ça, je dirais que c'est le conseil fondamental. Et puis l'autre, c'est de ne pas compter que sur soi-même sur ce coup-là. Utiliser des bêta-lecteurs, en gros. Donc, on rappelle les bêta-lecteurs, parce qu'on a dit que c'est les épisodes où on explique. Donc, un bêta-lecteur, c'est quelqu'un de confiance, on va dire, à qui vous confiez votre manuscrit non publié. Exactement. Et qui va vous faire un retour suffisamment critique pour que vous puissiez apporter d'éventuelles corrections à votre manuscrit. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il n'y ait pas d'histoire de séduction, c'est-à-dire que le bêta-lecteur ne doit pas vous rendre un rapport, on va dire, dans le but de vous plaire, mais il va vous rendre un rapport sur son ressenti par rapport à votre manuscrit, à l'histoire que vous avez racontée, etc. Et pour que ça marche encore mieux, il faut que vous soyez très directif quant à vos attentes par rapport à ce rapport, à ce que le bêta-lecteur doit vous dire. Moi, c'est moi quand je vais des fiches avec des questions, poser des questions à vos bêta-lecteurs. Quand j'envoie à mon bêta-lecteur, ma bêta-lectrice, je lui dis j'ai besoin de savoir à quel moment t'as lâché parce que c'était chiant, j'ai besoin de savoir quel personnage t'a intéressé, quel personnage t'a pas intéressé. J'ai besoin. Quand t'as pleuré. Ce genre de choses. T'as eu peur. Plutôt axé sur l'émotionnel, effectivement. Oui. J'ai pas besoin, par contre, de savoir que j'ai oublié un S à tel mot, que là il y avait une majuscule et que Combremont ça s'écrit avec un M et pas whatever, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment très macro. Donc plus on est spécifique, plus on dit à la personne voilà ce que j'ai besoin de savoir précisément, quand ça marche pas, etc. Et mieux ça va fonctionner. Donc c'est un autre moyen de juger de la qualité de ce qu'on a écrit. En dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de pistes pour faire ça. Non, parce qu'il y a toujours, sur l'avis de qualité d'un texte, il y a toujours une part de subjectivité. Puis comme tu le disais, même les bêta-lecteurs restent des humains et je pense que c'est difficile de faire un retour pas blessant. Et puis, si on reçoit un retour qui dit « ouais, moi j'ai pas aimé, c'était pas terrible », on va naturellement, et là aussi c'est humain, avoir tendance à se dire « ouais, mais bon, c'est pas... il ou elle n'a pas aimé, mais il n'aime pas lire dans ce genre-là, etc. » Donc cibler, là aussi... contourner cet écueil en amont en ciblant, c'est-à-dire que ne faites pas lire, si vous avez écrit un thriller science-fiction, ou voilà, ne le faites pas lire à quelqu'un qui lit que de la romance. Faut avoir un petit peu de bon sens dans le choix des lecteurs à qui vous confiez votre roman. Maintenant, effectivement, si les avis sont divergents, c'est un petit peu compliqué. Si vous le confiez à 3 personnes de confiance et que les 3 vous font des retours similaires, que ce soit sur la globalité du texte ou tel chapitre qui ne marche pas ou tel personnage qui ne marche pas ou l'intention qui n'est pas comprise, que sais-je. Enfin, si vous avez des avis qui sont cohérents et qui se confirment les uns les autres, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir parce qu'il y a quand même des chances statistiquement que si vous sortez votre bouquin en l'état, ça soit la même chose. Alors, ceci dit, petit modulo ou gros modulo, selon comment on voit les choses. Là, on est en train de parler de quand vous pensez que votre manuscrit est à peu près terminé, montrable. On n'est pas en train de parler de « je viens de pondre mon paragraphe ou mon chapitre et je relis et c'est de la M ». Personnellement, j'ai une technique d'écriture qui me convient très bien, qui est d'avancer très très vite sur ce premier jet, ce qui fait qu'au niveau qualitatif, il y a beaucoup de travail derrière de correction et d'édition. Et pour moi, le travail d'écriture, c'est beaucoup de travail de correction et d'édition versus et de préparation versus juste le moment d'écriture. Et puis il y a d'autres personnes qui écrivent de meilleure qualité d'emblée, qui vont travailler phrase à phrase, etc.
Et là, leur texte, leur premier jet sera de meilleure qualité. Mais reste qu'il faut quand même refaire des passes de correction, d'édition de son propre texte avant de le faire lire à quelqu'un d'autre. Oui, parce que sinon, ça va être pour le bêta-lecteur un vrai supplice c'est ça. de lire ce texte parce qu'il sera pas assez poli comme un sculpteur. La pièce sera trop brute et à moins d'avoir un bêta-lecteur qui a beaucoup d'expérience, ça sera difficile. Non, on peut pas demander ça. Et puis alors après, on peut être tenté peut-être de justement faire ce choix pour se dire, je l'envoie, mais il est perfectible. Je l'envoie pour avis, et puis quand mon bêta-lecteur va me le renvoyer en me disant non mais c'est vraiment nul, je pourrais me mentir à moi-même en me disant ouais ok mais j'avais prévu de le retravailler de toute façon. C'est un autre biais. Mais c'est pas une bonne stratégie. Non. D'abord il faut respecter vous allez perdre du temps. Voilà, vous allez perdre du temps. Il faut respecter votre bêta-lecteur parce qu'en plus il faut pas oublier qu'à un moment donné quand ce manuscrit sera pour le coup à la hauteur, suffisamment corrigé, poli, au maximum de la qualité que vous estimez pouvoir sortir, quand vous allez ressolliciter votre bêta-lecteur, il sera échaudé le gars, hein, il va avoir piscine, hein, je pense, hein, parce qu'il n'aura pas envie de 2 fois. Donc il faut vraiment proposer votre manuscrit quand c'est fini. Pour vous, que c'est fini et que c'est le maximum. Alors maintenant, si vous avez le doute de vous dire, parce qu'on comprend aussi la question de Clémentine, c'est de dire en même temps, si c'est vraiment nul, ça sert peut-être à rien que je perde mon temps. Je dis ça de manière un peu brute. Moi j'ai un avis là-dessus. Voilà. Alors tu nous diras ton avis. Moi mon avis ce serait de dire à ce moment-là faites peut-être travailler un chapitre, un extrait, déjà sur peut-être un seul chapitre, de le peaufiner complètement, de le mettre le plus propre possible, et puis le faire tester, je dirais, ce qui permettra de voir. Ça ne permettra pas évidemment à votre bêta-lecteur de vous donner des réponses en termes de cohérence sur l'ensemble de l'intrigue et sur un certain nombre de choses, mais ça permettra déjà de vous dire est-ce que c'est lisible, est-ce que sur le style on arrive à accrocher, est-ce qu'il y a des grosses maladresses, est-ce que ce genre de questions, je dirais, avant même de savoir de quoi parle l'histoire, est-ce que votre écriture, c'est une écriture agréable? C'est difficile en même temps, mais il y a des textes, il y a des personnes qui écrivent. Je veux pas dire mal, parce que mal, c'est extrêmement jugeant et c'est pas... C'est subjectif surtout. C'est très subjectif, mais il y a des styles qui sont quand même un peu plus difficiles à aborder que d'autres. Donc après, c'est votre style, vous n'allez pas en changer, mais si c'est difficile à lire, s'il faut s'accrocher, etc., ça risque de compliquer un peu les choses. Mais maintenant, très difficile de changer de style. En revanche, de s'améliorer dans l'écriture, avant peut-être de se lancer. Si on vous dit oh là là mais il y a des, j'en sais rien, il y a des, si on vous fait un retour sur ce premier extrait qui est de dire mais c'est les phrases sont trop longues, je me perds, il y a trop de personnages, trop de descriptions, c'est génial, c'est maladroit, vous savez sur quoi travailler. Alors vous savez sur quoi travailler, et peut-être avant de travailler sur votre manuscrit, entraînez-vous, apprenez à écrire. C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pourquoi pas faire des ateliers d'écriture, pourquoi pas faire des formations. Le serpent se mord la queue, parce que c'est précisément l'objet de sa question. Oui, mais justement... Tu peux pas dire aux gens apprenez à écrire. Non, mais tu peux leur dire, vous pouvez, mais il y a des moyens. Ce que je veux dire par là, non, tu peux pas le dire comme ça, mais tu peux dire, il y a peut-être des moyens de perfectionner à ce moment-là votre style sur des textes courts, notamment je pense aux ateliers d'écriture par exemple, aux formations d'écriture, avec un coach ou avec un coach d'écriture qui va un petit peu vous donner des conseils de... En fait, tu as totalement raison. En fait, le côté coach... cours, etc. Ce que tu gagnes, c'est du temps parce que le feedback, il est immédiat. Tu écris un truc et on te dit regarde là, tu as fait ça, il faudrait peut-être faire ça. Donc tu as un feedback très immédiat. Ce temps-là existe, ce retour-là existe avec les bêta-lecteurs, il est beaucoup plus long puisqu'il faut qu'ils lisent, qu'ils te fassent le retour, etc. C'est sur un grand texte. Et c'est sur un long texte. Tu peux aussi faire lire chapitre par chapitre, pourquoi pas, c'est un choix. Mais... Oui, mais ce que je veux dire, si tu as ton intrigue et puis que de toute façon, tu as une super idée de synopsis, mais que c'est maladroit, tu sais pas écrire les dialogues, enfin il
y a des manières de faire. Tu sais pas faire l'équilibre entre les descriptions, voilà. Et ça, c'est des... On revient dans la technique. Il y a beaucoup de techniques dans l'écriture. Et cette technique, il y a des chanceux qui l'ont de manière instinctive, intuitive, qui ont suffisamment lu et intégré, ou pour X raisons, ils sont écrivains nés, quoi. Et ils arrivent, ce qu'ils écrivent, c'est d'emblée fluide, équilibré, harmonieux, on prend plaisir. On oublie l'écriture pour se plonger dans l'histoire. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Et peut-être, je ne vais pas dire la majorité des écrivains, parce que j'en sais rien. À vrai dire, je ne suis pas éditrice, donc j'en sais rien. Mais il y a quand même énormément d'écrivains qui ce n'est pas inné. Ils ont des super idées, mais ça ne suffit pas. Et pour faire passer leur message et pour réussir à passionner leurs lecteurs, il va peut-être falloir qu'ils apprennent un petit peu, et autant apprendre en amont avant de se lancer dans un roman où on risque de se planter pour une question bête de forme. Et c'est tellement dommage. Donc moi, je donnerais... Alors, ça résout pas la question de Clémentine de dire comment savoir, mais ça donne un petit peu des indices et des idées de solutions tout de même. Je reviens quand même sur ce que je disais, c'est-à-dire que savoir reconnaître quelque chose qui nous plaît, un texte qui est bon, ça te permet d'avoir une boussole pour orienter le travail que tu dois faire pour arriver à la qualité du texte que tu veux. Donc il faut lire, mais surtout il faut lire en mettant sa casquette d'auteur. Il faut, sur un bouquin que vous avez particulièrement apprécié, le reprendre avec un crayon dans la main et dire ce passage m'a particulièrement marqué, il m'a fait vibrer, j'ai mis les larmes. Maintenant, je veux comprendre comment elle s'y est pris, l'autrice ou l'auteur, pour me faire arriver les larmes aux yeux. Et puis, comment il a découpé son chapitre. Et puis, comment sont faites ses descriptions. Est-ce qu'elles sont plus courtes, est-ce qu'elles sont plus longues. Comment sont placés ces dialogues. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Et il faut éclater ce chapitre-là pour le comprendre, pour savoir comment il s'y est pris. Et après, on reproduit. Et c'est comme ça qu'on apprend les choses. Oui. En se fiant à ce qu'on a lu, qui nous a plu, etc. Et j'ajouterais en échangeant aussi avec d'autres lecteurs au sujet de ces mêmes lectures. Et je trouve que c'est assez intéressant pour un auteur de lire aussi les chroniques littéraires, de lire les avis des bookstagrammeurs, par exemple, sur Instagram ou autre, parce qu'on peut voir souvent, enfin dans ceux qui sont détaillés, on va avoir le retour des lecteurs sur un livre que nous-mêmes on a lu, de voir comment est-ce qu'il a été reçu par d'autres lecteurs et quels sont justement les moments qu'ils ont aimés, les personnages qu'ils ont appréciés ou ceux qui n'ont pas appréciés, etc. Ça aussi, ça peut être assez indicatif d'un ressenti de lecteur un peu plus large que juste le nôtre et qui soit va nous conforter dans certains ressentis qu'on a eus, soit va nous apporter un autre éclairage pour dire « Ah tiens, mais ce personnage-là, moi, il m'a été indifférent et je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont détesté. Tiens, pourquoi ? Et qu'est-ce qui fait qu'il a été perçu comme ça ? Qu'a fait l'auteur en particulier ? Et on est, ce qui prolonge ce que tu disais à l'instant, on est vraiment dans l'analyse du texte et dans une lecture active et critique qui est... Alors bien entendu, c'est divertissant quand même, on est bien d'accord, mais on a aussi ce regard qui, en filigrane, cherche la structure, cherche les points de construction que l'auteur a mis en place, et c'est une véritable leçon d'écriture. Ce qui nous amène à la dernière question dont on voulait débattre, j'arrive plus à parler, excusez-moi, dont on voulait débattre, qui est une question de la biblio de Yofa. C'était une question que j'ai trouvée extrêmement intéressante, enfin les autres le sont également bien entendu, mais elle nous dit qu'elle a écrit une romance pour un défi d'écriture. Et alors elle le précise pas, mais j'imagine que c'était sur une plateforme type Wattpad ou quelque chose comme ça. Et la romance a été un vrai succès. Elle a eu beaucoup de lecteurs enthousiastes qui lui ont demandé d'écrire la suite. Et elle est
évidemment contente, et le rêve pour tout écrivain. Elle aimerait bien écrire la suite, mais elle avoue qu'elle ne lit, pour sa part, jamais de romance contemporaine. Et elle se retrouve face à un syndrome de l'imposteur, pourrait-on dire, qui est assez logique, c'est de dire moi j'écris pas de romance contemporaine, on me demande d'écrire de la romance, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'y vais comme ça ? Ou est-ce que je dois lire de la romance contemporaine pour rejoindre ce qu'on disait à l'instant, pour en comprendre les codes, pour piger comment c'est fait, pour le faire elle-même ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, intuitivement, je dirais que si elle a eu ce premier succès, c'est qu'elle a les codes je pense de la même base, chose. mais qu'en plus, sa façon de le faire apporte un petit grain de sel en plus qui fait que ça a plu. Parce que si tu te contentes de reproduire les codes et que tu fais comme tout le monde, il n'y a rien qui te démarque finalement. Donc j'ai presque envie de lui dire, va surtout pas lire les autres romances, continue ce que tu faisais, et puis c'est tout. Si tu veux garder cette fraîcheur. Et ce qui t'identifie comme ça. Donc j'irai comme ça. Avec un petit bémol quand même. Malgré tout, alors oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, si la première a eu du succès, c'est qu'elle peut quand même y aller et se faire confiance, parce qu'il n'y a pas de raison que sur la deuxième, elle fasse fondamentalement différemment, avec quand même le bémol que peut-être que lire de la romance, si elle arrive à pas trop se laisser influencer par... Là, c'est le risque, oui. Ouais, alors peut-être que ce qu'elle pourrait faire, ce serait réfléchir déjà à sa trame, avant de lire autre chose, de réfléchir à sa trame, de construire. Alors si toutefois c'est une architecte et pas une jardinière, parce que si elle écrit un petit peu au fil de l'eau, là c'est un conseil qui n'a plus lieu d'être. En revanche, si elle construit un minimum, moi ce que je conseillerais, c'est de construire la trame, de réfléchir à l'intrigue, aux différentes péripéties, etc. Et puis une fois la construction faite, voir la phase d'écriture commencer, peut-être là de lire en parallèle des romances dans le même genre, parce que la romance c'est quand même quelque chose avec des tonnes de sous-genres, ce qui complique encore la chose, pour voir quels sont les codes et quelles sont les attentes potentielles des lecteurs. Mais elle risque du coup de perdre cette fraîcheur et ce qu'ont apprécié les lectrices. Moi j'irais comme ça. Ouais. Le pire qui peut se passer, c'est que cette deuxième version aurait, entre guillemets, moins de succès. Mm-hmm. Ce qui est un vrai trésor, parce que ça fait de la donnée à analyser, c'est-à-dire d'essayer de comprendre est-ce que j'ai fait quelque chose de différent, qu'est-ce qui a moins plu, etc. Et pour poursuivre après. Tout ça étant une réponse dans le cadre qui serait je veux continuer à faire de la romance, parce que si c'est un roman de romance par accident et qu'en fait ton cœur va vers autre chose, il faut juste arrêter et puis aller vers autre chose. Oui, il faut pas se forcer à écrire dans le genre parce qu'il a eu du succès, à mon sens. Mais non, alors tout à fait, mais visiblement le sens de son message, je n'ai pas traduit mot à mot, mais le sens de son message était vraiment de quelque chose, ça la séduisait, enfin l'idée dans ce cas, moi je pense qu'il faut suivre son feeling. Oui. Et puis rien ne l'empêche. Oui, parce que là, il y a vraiment du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, c'est se dire, bon, ils ont aimé, mais je sais pas faire, en fait. Donc, mais ils ont aimé, c'est ça qui est important. Peut-être aussi ce qu'elle peut faire pour se rassurer, si c'est sur des plateformes type Wattpad ou autre, je pense qu'elle a moyen de discuter, puisque c'est le principe de ce type de plateforme. Il y a des commentaires et on peut échanger. Donc peut-être d'aller discuter en privé avec les lectrices qui lui ont fait des chouettes retours pour savoir qu'est-ce qu'elles ont apprécié particulièrement. Dans l'hypothèse malheureuse où elle l'aurait fait tout à fait par hasard, le faire un petit peu plus en conscience. Je pense que ce qui fait peur, c'est de se dire, bon, elles ont aimé, mais c'était peut-être un coup de bol, parce que je sais pas. Donc là aussi, c'est de l'analyse, mais c'est peut-être de l'analyse de son propre texte avant d'analyser les textes des autres dans le même genre, mais sur son propre texte, qu'est-ce qui a plu particulièrement ? Et à partir du moment où elle sait ce qui a plu et ce que les lectrices ont apprécié, je dis les lectrices parce que généralement c'est des femmes qui lisent de la romance, elle sera plus confiante, je pense, pour poursuivre cette histoire qui lui tient à cœur, même en n'ayant elle-même pas lu dans le genre. Je pense pas que ça gêne.
Je pense pas que ça gêne. Au contraire, comme tu dis, c'est une voix singulière et unique, et c'est quelque chose qui lui permet de se démarquer. Donc je pense qu'il faut y aller comme ça. Ok. Alors, je crois qu'on arrive tout doucement, au terme de ce dont on voulait parler sur cet épisode qui était à la fois un épisode introductif, mais où on a déjà parlé de pas mal de choses. Donc, Alors, les amis, feedback. On a besoin de vos retours. Est-ce qu'on répond à cette demande ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'on poursuit la série ? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres thématiques dans tout ce qu'on vous a exposé qui mériteraient d'être creusées, que vous voudriez qu'on aborde? Commentez, n'hésitez pas à nous écrire par le biais soit des commentaires, soit de notre site. Faites-nous des messages via notre page Insta. Trouvez un moyen pour nous dire un petit peu. Débrouillez-vous. Envoyez un pigeon voyageur, je ne sais pas, mais dites-nous si on répond à cette attente. Et puis, d'ici là, on va enregistrer la suite bientôt et on se dit donc à dans 15 jours. Quelle synchronicité. On est fort, on est fort. À dans 15 jours, au revoir Cyril. Salut.